Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de faire ce keynote d'ouverture pour Agile Grenoble 2022, placé sous le signe, on l'a vu, de l'environnement, de l'écologie, du développement durable dans cette ville de Grenoble, capitale verte européenne. On va parler aujourd'hui de numérique responsable, ou en tout cas de numérique plus responsable. Parce qu'on pense, quand je dis on, c'est la maison de l'informatique plus responsable, je vous expliquerai ce que c'est et ce qu'il y a derrière tout ça. On pense que numérique responsable, c'est un petit peu comme développement durable, c'est un peu un oxymore. Donc on préfère parler de numérique plus responsable pour indiquer un parcours. On va essayer de s'orienter vers quelque chose de plus responsable. Donc je m'appelle Céline Ferré, je suis cofondatrice de la maison de l'informatique plus responsable. Donc c'est quoi la maison de l'informatique plus responsable ? C'est deux structures, une association qui s'appelle Point de Mire, Mire toujours pour Maison de l'informatique plus responsable, et une entreprise qui s'appelle Mire, toujours, Conseil et Formation. Ces deux structures ont pour objectif de faire de la sensibilisation, de la formation et de l'accompagnement sur justement tout ce qui est enjeux environnementaux et sociaux du numérique. L'association le fait plus particulièrement dans les écoles primaires, les collèges, les lycées, gratuitement, c'est du bénévolat, on fait des ateliers sur ce thème-là. Et puis l'entreprise travaille avec des entreprises pour les accompagner dans cette démarche, donne des cours aussi en enseignement supérieur et travaille aussi avec d'autres organismes, qu'ils soient publics, des communautés de communes par exemple, des collectivités territoriales. Donc ce que je vous propose pour nous mettre dans le bain et commencer à voir un peu quels sont les sujets principaux que ce thème regroupe, c'est de commencer par un petit quiz. Ah oui, juste une petite précision. Le support que je vais présenter est volontairement très sobre. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de vidéo. C'est fait exprès, c'est pas juste parce que j'ai eu la flemme. Voilà, c'est pour essayer de dire ce que je fais et de faire ce que je dis. Donc, premier chiffre, on va partir de chiffres en fait. Si je vous dis 5 milliards, ça vous évoque quoi ? Allez-y, lancez-vous. Le nombre de téléphones dans le monde. Non, mais on n'est pas très loin en fait. C'est un peu cette idée-là. Ah non, vous allez voir que c'est beaucoup plus. Non, ce n'est pas le nombre d'objets connectés. En fait, 5 milliards, c'est le nombre d'internautes au 1er janvier 2022 dans le monde, donc le nombre de personnes connectées à Internet. Vous voyez que ça représente plus de 60% de la population mondiale, c'est beaucoup. Et justement, ces personnes-là, elles se connectent à Internet avec des objets, avec des matériels, comme vous l'avez dit. Mais c'est beaucoup plus. Alors, bon, voilà, là, c'est la courbe de l'évolution du nombre d'internautes. Vous voyez que ça augmente quand même pas mal. Alors, c'était 4,9 milliards au 1er janvier, mais bon, je pense qu'on est à 5 milliards maintenant. Donc, ces 5 milliards d'internautes, ils se connectent à Internet avec des matériels, avec effectivement des smartphones, des tablettes, des ordinateurs portables et plein d'autres choses. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui à peu près 34 milliards, alors c'est de l'estimation évidemment, on n'est pas allé les compter, 34 milliards de terminaux clients connectés à Internet, donc dans le monde. Ce qui veut dire que finalement, chacun des internautes aurait à sa disposition environ 8 matériels avec lesquels il se connecte. Alors 8, ça nous semble beaucoup, mais regardez, si on fait le compte ensemble, 1 ou 2 smartphones par personne, une tablette, voire 2, un ordinateur portable, un ordinateur fixe, une console de jeu, une box Internet, un téléviseur connecté, une montre connectée. Vous voyez qu'on y arrive très vite. Alors évidemment, ça c'est une moyenne, donc il y en a qui en ont beaucoup moins, d'autres qui en ont beaucoup plus. D'accord ? Et ce chiffre, quand on le regarde et quand on essaye de faire la projection dans les prochaines années, il va probablement être multiplié par 2, voire par 3, à cause des objets connectés. Je dis à cause, je ne dis pas grâce aux objets, je dis à cause des objets connectés et de la 5G. D'accord ? Vous voyez qu'à côté, le nombre de serveurs d'entreprise, finalement, c'est beaucoup moins. On n'est pas du tout sur le même ordre de grandeur. On est à peu près à 67 millions de serveurs, y compris ceux dans les data centers. Donc, vous voyez, on incrimine souvent, quand on parle de pollution numérique, les data centers. Finalement, est-ce que ce sont eux qui sont les plus polluants ? Pas forcément, on va le voir. Ils font leur part, je vous rassure. Mais ce n'est pas forcément les plus polluants. Et puis à côté de ça, on a à peu près 1,5 milliard d'équipements réseau. Les équipements réseau, c'est quoi ?
c'est les antennes relais, c'est les câbles sous-marins, voilà, toute l'infrastructure qui nous permet d'utiliser aujourd'hui les nouvelles technologies, et en particulier Internet. Si je vous dis multiplier par 3,7, non. Non. Sans doute. Le cloud, non. Non, mais c'est un peu ça. Enfin, le cloud, pas tout à fait, mais presque. Oui, c'est effectivement les prévisions d'augmentation du volume de données numériques échangées entre 2020 et 2025. C'est des prévisions faites par le cabinet IDC. On pense que le volume en fait, des données numériques va être multiplié par 3,7 entre 2020 et 2025. Et vous voyez la courbe? C'est pas fini. Évidemment, c'est corrélé avec le nombre d'internautes, avec le nombre de terminaux qu'on utilise. Tout est lié. Hein. Plus on va utiliser Internet, plus on va générer des données. Parfois à notre insu d'ailleurs. Hein. On en génère tous les jours, plusieurs fois par jour, parfois même sans le savoir. Donc après, ces données, effectivement, il va falloir les faire circuler, les stocker, avec tous les problèmes que ça pose. On va le voir plus tard. Si je vous dis 10%, à part la série. La consommation, oui, exactement. La consommation, bravo. J'ai pas de petit cadeau, mais... La consommation électrique du numérique, où? Alors, ce n'est pas dans le monde, c'est en France, mais dans le monde, on est à peu près à ce ratio-là aussi. En France, la consommation annuelle du numérique représente 48,7 TWh par an, ce qui correspond à 10% de notre consommation électrique globale. Vous voyez que 48,7, j'ai dit 48,7, non, oui, TWh, ça représente, c'est à peu près équivalent à la consommation électrique totale du Portugal, de la Grèce et du Qatar, dont on parle beaucoup en ce moment. Donc, c'est pas rien, hein. Surtout en ces temps de sobriété énergétique. Ça vaut le coup de se poser la question. 50. Je vous ai mis un indice. C'est quoi 50? Les métaux... Oh, je vois qu'il y a des spécialistes. Qui a répondu? D'accord. Oui, effectivement, c'est le nombre de métaux qu'on trouve aujourd'hui, à peu près, hein, dans un smartphone. De métaux différents. Donc pourquoi, à votre avis, autant de métaux différents dans un si petit objet? Parce que c'est... Oui, dans un ordi, il y en a 70, hein, dans un ordi portable. Donc oui, ça peut, la miniaturisation peut, mais ce n'est pas forcément la seule réponse. Exactement. C'est exactement ça. Chaque métal a une ou des propriétés particulières. Donc votre smartphone, il est smart, il est intelligent. Donc plus il est intelligent, plus il va falloir rajouter à l'intérieur des métaux pour répondre à telle ou telle fonctionnalité. Je vous donne un exemple très simple. Votre écran de smartphone, il est tactile. Évidemment, si vous essayez de faire la même chose sur une vitre normale, ça ne va pas marcher. Il est tactile parce qu'au vert de l'écran est mélangé de l'indium, IN, qui est un métal. Et c'est ce qui le rend tactile. IN, c'est celui qu'on voit tout en haut à gauche sur cette infographie qui a été réalisée par Systex. Vous voyez que des métaux, il y en a absolument partout, à tous les niveaux du smartphone et pas seulement dans les circuits imprimés. Donc ça, cette présence métallique dans nos matériels numériques, je vous disais qu'il y en a à peu près 70 dans un ordinateur portable, ça pose quoi comme problème? Premièrement, les métaux, il faut aller les chercher. C'est des minerais à l'origine, il faut aller les chercher dans des mines. Les mines, en termes d'environnement, c'est pas top. L'industrie minière est absolument pas une industrie propre, même si le BRGM dit le contraire. Ça détruit les écosystèmes, ce sont des trous, des galeries qu'on creuse profondément. On utilise beaucoup de produits chimiques dans les mines pour séparer les minerais de la roche, des solvants qui se retrouvent ensuite dans la terre, dans l'eau. Il y a aussi une problématique par rapport à ces métaux qui est celle de la rareté, ou plutôt de la criticité de certains d'entre eux. L'Union européenne publie une liste tous les 3 ans. C'est ce que vous voyez à droite dans le petit tableau. Celle-ci date de 2020. Ce sont les matières premières critiques.
c'est-à-dire les matières premières dont on estime que les stocks connus sont limités dans le temps et parfois limités à assez court terme. Donc vous voyez que tous ceux qui sont toutes les matières premières que j'ai mises en rouge sont des métaux dont on a besoin pour fabriquer nos matériels numériques. Sur les 50, il y en a à peu près une quinzaine qui sont estimés aujourd'hui comme critiques, le plus critique étant l'antimoine. L'antimoine est le métal considéré comme le plus rare au monde. Les réserves sont quasiment épuisées aujourd'hui. Alors évidemment, on préfère parler de criticité plutôt que de rareté, puisque la criticité intègre aussi d'autres facteurs, notamment celui de l'exploitation. Il y a des métaux qu'on utilisait assez peu hier, qu'on utilise beaucoup aujourd'hui pour fabriquer nos matériels numériques. C'est le cas du cobalt, du tantal, du coltan, que l'on trouve en particulier en République démocratique du Congo, ce qui pose aussi un certain nombre d'autres problèmes que des problèmes environnementaux, on va en parler. La facilité d'exploitation aussi est un facteur important parce que vous avez peut-être entendu que l'exploration des fonds sous-marins a été votée, acceptée par Emmanuel Macron, va commencer avec, une des raisons pour laquelle cette exploitation des fonds sous-marins a été votée, c'est la possibilité de trouver des nodules métalliques au fond des océans. On sait qu'il y en a beaucoup, ce qui pourrait résoudre ce problème de criticité et de rareté. Mais à quel prix? À quel prix financier, mais surtout à quel prix environnemental? Et puis la géopolitique. La géopolitique est un facteur très important. Vous avez probablement entendu parler des terres rares. Les terres rares, si vous vous rappelez de nos années lycée et du tableau des éléments, la table de Mendeleïev, c'est la classe de métaux roses, plutôt en bas du tableau, sont les lanthanides, plus deux autres métaux qui ne sont pas des lanthanides, le scandium et l'yttrium. C'est ça les terres rares. D'accord ? Donc les terres rares, elles ne sont pas rares du tout, en fait, contrairement à ce que son nom indique. On en trouve un petit peu partout dans le monde, sauf que ce sont des métaux assez compliqués à extraire, parce qu'ils sont très disséminés dans le sol. Dont l'exploitation aussi est très sale pour l'environnement. Donc il y a des pays qui ont purement et simplement fermé les mines de terres rares. C'est le cas des États-Unis, par exemple. Il y en avait une très très grande qui s'appelle Mountain Pass ou Mountain View, je ne sais plus. Cette mine a été fermée à la fin des années 80. Et un pays, la Chine, a fait le choix de devenir le principal exploitant, extracteur de terres rares au détriment de son environnement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Chine fournit à peu près 98% des terres rares mondiales. Donc évidemment, ça met tous les autres pays en situation de dépendance, d'où problème géopolitique. Ce qui fait que les États-Unis ont décidé de rouvrir cette fameuse mine de Mountain Pass ou View, d'accord, pour ne plus dépendre autant de la Chine. Donc vous voyez que simplement, quand on parle de ces métaux, il y a tout un tas de problèmes qui se posent. Et là, on n'a parlé que des problèmes environnementaux et géopolitiques. Il y a aussi des problèmes humains et sociaux. On parlait tout à l'heure de la République démocratique du Congo. Les droits humains, les conditions de travail sont bafouées dans ce pays, en particulier les droits des femmes. Vous avez probablement entendu parler de Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, l'homme qui répare les femmes, un gynécologue qui a ouvert un hôpital à Panzi. Alors vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec un gynécologue et nos matériels numériques? Tout simplement parce que la plupart des mines en République démocratique du Congo sont contrôlées par des groupes armés qui veulent s'approprier ces richesses, avec toutes les exactions que ça comporte autour, dont les violences faites aux femmes et le viol qui est un outil de guerre et de pouvoir. Et Denis Mukwege, dans son dernier bouquin que je vous invite à lire, La force des femmes, très dur comme bouquin, mais très intéressant, écrit noir sur blanc que les violences faites aux femmes en République démocratique du Congo ont vraiment beaucoup augmenté à partir du moment où les mines de cobalt, tantal, coltan ont commencé à être exploitées pour nos matériels numériques. Donc il faut l'avoir à l'esprit, on a tous malheureusement... on est tous un petit peu complices de ça. Mais c'est vrai que ça ne nous semble pas vraiment évident et pourtant c'est une réalité dont on parle peu. Il y a des chansons de rap qui commencent à être faites sur le sujet. Vous pourrez écouter sur le lien YouTube que j'ai mis ici. Les droits humains sont bafoués aussi dans les usines d'assemblage de nos matériels numériques, en particulier en Chine.
Vous avez probablement vu, il y a une dizaine de jours, des images au journal télé à 20h de ces employés de Foxconn, plus grosse entreprise chinoise, assembleur de nos matériels numériques, qui escaladaient des grilles pour s'enfuir et ne pas être confinés de force par Foxconn parce qu'il y avait quelques cas de Covid dans l'usine. D'accord ? Ces gens-là sont vraiment traités de manière complètement... comme si c'était vraiment des esclaves. Les jeunes travaillent dans ces usines à partir de 13 ans, en particulier des jeunes femmes, envoyées là par leur famille à la campagne pour gagner un peu d'argent. Il faut savoir que dans ces usines aussi, on utilise des produits chimiques interdits en Europe et hautement toxiques, dont le benzène et le N-hexane. Le benzène qui provoque des leucémies, le N-hexane qui provoque des problèmes neurologiques. Il y a un film documentaire sur ce sujet qui s'appelle Complicite. Je vous invite à le voir si vous en avez l'occasion. Donc vous voyez que ça peut aller très très loin quand on commence à creuser un petit peu sur les impacts sociaux, sociétaux, humains du numérique. Mais là encore, on n'en parle pas beaucoup. Notre association Point de Mire vient de lancer un blog sur le sujet qui s'appelle Loin des yeux, loin du cœur, et qui a pour objectif de rendre hommage à ces travailleurs de l'ombre dont on ne parle jamais. Le premier épisode était consacré aux décharges à ciel ouvert, en particulier celle d'Abok-Bloshi au Ghana, sur laquelle travaillent plusieurs milliers de personnes, qui a été démantelée en fin d'année dernière, mais sur laquelle les gens sont en train de revenir. Le deuxième épisode va sortir bientôt et sera consacré justement aux travailleurs dans ces usines d'assemblage. Et on a choisi de faire lire ces blogs par des enfants, par des collégiens, parce qu'il nous semble que ce sont eux qui sont aujourd'hui les plus concernés par ces sujets. Donc, comment on fait pour déjà identifier et ensuite mesurer les impacts environnementaux du numérique, de nos matériels numériques? Mais on fait ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie. C'est une démarche environnementale qui s'applique à tout type d'objet, pas seulement au numérique. Et on va essayer d'identifier quelles sont les principales étapes de la vie de l'objet et à chaque étape, quels sont les impacts environnementaux que l'on constate. Et en fait, avec pour objectif, dans une démarche d'éco-conception, évidemment, de les réduire. Mais ça, c'est compliqué à faire. Quand on regarde la chaîne d'assemblage d'un ordinateur portable, HP disait il y a quelques années que pour un ordinateur portable, il avait besoin de 7000 sous-traitants. Donc vous voyez que c'est compliqué d'aller chercher, collecter les informations auprès de tous ces sous-traitants qui sont aussi présents partout dans le monde, pour essayer d'aller collecter les bonnes pratiques ou en tout cas les impacts environnementaux. Donc c'est une démarche qui est normée, ISO 14040, ISO 14042 ou 4, je ne sais jamais, mais compliquée. Parce que se pose tout un tas de questions aussi. Qu'est-ce qu'on peut mesurer? Qu'est-ce qui ne se mesure pas? On parle beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, de bilan carbone et puis de consommation énergétique. Bah oui, parce que ça se mesure assez facilement. Enfin, pas très facilement, parce que je viens de faire une formation sur les bilans carbone, c'est quand même un truc un peu costaud. En tout cas, on sait le mesurer. Il y a plein d'autres choses que malheureusement on ne sait pas mesurer. La perte de la biodiversité, par exemple. La perte de la biodiversité, c'est une réalité, notamment quand on parle des mines, quand on creuse des trous, quand on exploite des mines. Tout ce qui avait l'habitude de vivre à cet endroit-là, que ce soit la faune ou la flore, disparaît ou est obligé de partir. Les populations aussi, d'ailleurs, parfois. Mais ça, on ne sait pas le mesurer. Déjà, on ne connaît pas le nombre total d'espèces au niveau mondial et il n'y a pas un indicateur global qui mesure la perte de la biodiversité. Il en existe certains, mais pas un au niveau global. Donc forcément, comme on ne sait pas le mesurer, on n'en parle pas, alors que c'est une réalité. Donc il y a plein d'autres impacts, vous le voyez, et la liste est bien sûr pas complète du tout. On a parlé de la plupart d'entre eux. Il y a 2 études qui sont parues en février 2022, une au niveau européen, une au niveau français. Celle au niveau français a été mandatée par l'ADEME et l'ARCEP pour mesurer, savoir ce qui était le plus impactant en matière de numérique en France. La conclusion des 2 études est la même. Ce qui est le plus impactant, c'est nos matériels à nous, et en particulier la phase fabrication, puisque en fait, la phase fabrication à elle seule, elle représente parfois plus de 3/4 et voire même plus des impacts, à cause de cette histoire de mine et aussi de criticité des métaux. D'accord ? Donc,
S'il y a déjà une chose à retenir, une bonne pratique, avant d'en arriver aux bonnes pratiques plus détaillées, c'est quoi pour essayer de limiter notre impact sur l'environnement? C'est de faire durer notre matériel le plus longtemps possible. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir de ma présentation, c'est celle-ci. Puisque si on fait durer plus longtemps le matériel, ça veut dire qu'au bout d'un moment, on en fabriquera moins. Donc notre impact sur l'environnement va diminuer. Donc maintenant, parlons un petit peu plus précisément de ce qu'on peut faire en entreprise, et même d'ailleurs à titre personnel, vous allez voir qu'on peut tout à fait se l'appliquer aussi à soi, pour essayer de limiter ces impacts. Alors on a réalisé l'année dernière une petite infographie avec la DINUM. La DINUM, c'est la Direction interministérielle du numérique, qui accompagne donc les ministères dans leur transformation numérique et qui a aussi à sa feuille de route un sujet numérique responsable. Donc la DINUM, alors ça c'est en accès libre sur le site de la DINUM, voilà, vous pouvez le télécharger et l'utiliser à condition de citer la source. Ça avait pour objectif en fait de montrer les grands thèmes en fait de bonnes pratiques en les priorisant. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, on parlait beaucoup des data centers il y a quelques années, ils ont fait quand même beaucoup de progrès. Quand on regarde la presse, on voit souvent aussi pour être écolo au bureau, supprimons nos mails. Oui, c'est vrai. Ça a un petit impact, mais il y a d'autres choses à faire avant, notamment allonger la durée de vie de son matériel. Donc c'est important de prioriser ces fameuses bonnes pratiques ou éco-gestes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de regarder chaque groupe de bonnes pratiques et voir ce que ça inclut comme éco-geste. Donc allonger la durée de vie de son matériel. Alors déjà, il y a un préalable à ça, c'est déjà limiter le nombre de matériel. Et se poser la question, comme tout objet, a-t-on vraiment besoin? A-t-on vraiment besoin de renouveler, comme c'est la moyenne en France, son smartphone tous les 2 ans? A-t-on vraiment besoin d'avoir 2 smartphones, un pro et un perso, alors qu'il existe aujourd'hui des smartphones double SIM ou des systèmes qui permettent d'avoir d'un côté son environnement de travail professionnel et de l'autre son environnement de travail personnel? A-t-on vraiment besoin d'avoir une tablette et un ordinateur portable et un ordinateur fixe? Je pose la question, je ne suis pas du tout dans le jugement. Oui, ça peut peut-être tout à fait se justifier. A-t-on besoin d'avoir vraiment 2 écrans sur son poste de travail, sur son bureau? Pour info, les écrans, c'est ce qui est de plus énergivore. Un écran d'ordinateur, un ordinateur portable, en termes de consommation énergétique, c'est à peu près 30 kWh par an. Un écran, c'est à peu près 100. Alors, ne parlons pas des écrans publicitaires. Alors, je crois que vous en avez plus à Grenoble, ou en tout cas plus pour la publicité, c'est bien. Un écran publicitaire, c'est à peu près 2000 kWh par an. Donc, quand on voit, par exemple, dans les halls d'accueil des gares, qui sont par grappe de 3 et qu'il y en a des centaines, on peut se poser la question de l'intérêt de ça en période de sobriété énergétique. Donc limiter le nombre d'équipements et choisir des équipements peut-être plus vertueux que d'autres. C'est-à-dire, par exemple, qu'on pourra plus facilement réparer. Alors on a de la chance en France, on va le voir, il y a des lois maintenant qui commencent à arriver, et qui oblige, par exemple, depuis le 1er janvier 2021, sur les smartphones que l'on achète, sur les ordinateurs portables, à avoir un indice de réparabilité. Un indice de réparabilité qui va vous indiquer dès l'achat si votre matériel, vous allez pouvoir le réparer s'il y a un problème ou pas. Évidemment, ça contribue à l'allongement de la durée de vie. Si on peut réparer, normalement, on est censé pouvoir le garder plus longtemps. Cet indice de réparabilité va devenir au 1er janvier 2024 un indice de durabilité. Donc ça ira beaucoup plus loin. D'accord ? Ça, c'est pour l'usage personnel, cet indice de réparabilité, je précise. Enfin, c'est grand public, orienté grand public. On peut aussi, éventuellement, pour limiter le nombre d'équipements, soit utiliser son propre matériel au travail, c'est ce qu'on appelle BYOD, Bring Your Own Device, et puis l'inverse, COPE. Alors, je ne sais plus ce que ça veut dire, COPE, mais c'est utiliser le matériel professionnel chez soi. On le fait de plus en plus, la frontière entre monde personnel et monde professionnel, elle est de plus en plus ténue. Il y a évidemment toujours des contraintes de sécurité. Voilà. Les entreprises peuvent aussi se faire aider, notamment les acheteurs qui sont en première ligne, les acheteurs de parcs informatiques, pour essayer de choisir du matériel plus durable, plus réparable, plus vertueux. Il existe des labels
des labels qui sont finalement des référentiels, qui listent tout un tas de matériel, hein, quel qu'il soit, en fonction de leurs critères environnementaux. Donc vous pouvez très bien exiger de vos fournisseurs qu'ils ne vous proposent que du matériel qui soit labellisé. EPEAT, TCO, Blue Angel, etc. Ceux qui veulent plus d'infos, voilà, je pourrais leur en donner plus tard. On peut aussi choisir du matériel reconditionné, que ce soit à titre personnel ou dans les entreprises. Ça se fait de plus en plus. Moi, j'ai rencontré des ESN, par exemple, qui ne fournissent que du matériel reconditionné à leurs collaborateurs. D'accord ? Ils prennent ce qu'ils veulent, à condition que ce soit reconditionné. Ce n'est pas toujours possible, hein, c'est un choix après, mais voilà. Sachez que ça existe de plus en plus. Et puis, les directeurs financiers et les comptables, s'il y en a dans la salle, sont aussi concernés, puisqu'on voit de plus en plus en entreprise qu'on allonge la durée d'amortissement des matériels pour justement les garder plus longtemps. Avant, un ordinateur portable, ça s'amortissait sur 3 ans. Donc du coup, après 3 ans, on changeait toute la flotte. Aujourd'hui, c'est un peu différent. On voit les postes de travail qui sont amortis sur 5 ans, les serveurs qui sont amortis sur 7 ans, voire 10 ans. Si ça fonctionne, pourquoi en changer ? Éco-conception, donc j'imagine qu'il y a beaucoup de développeurs dans la salle, donc vous avez probablement entendu parler de ce thème-là. 2 types d'éco-conception. L'éco-conception matérielle, comme on a vu tout à l'heure. Éco-conception matérielle, c'est quoi ? C'est faire l'analyse de cycle de vie de son matériel et voir, comme on l'a dit, hein, essayer de réduire les impacts environnementaux à chacun des stades de la vie de l'objet. D'accord ? Ça sera ça, l'éco-conception matérielle, pour faire en sorte, évidemment, de les diminuer ou de les annuler, purement et simplement. Éco-conception de services numériques, donc services numériques, hein, c'est applications, logiciels, sites web, c'est un petit peu différent. C'est faire en sorte que mon service numérique consomme le moins de ressources informatiques possible à tous les stades de son utilisation, que ce soit au niveau de l'interface utilisateur, du traitement des données, du stockage, etc. D'accord ? Donc là, c'est vraiment essayer de concevoir, bien avant le développement d'ailleurs, hein, un service numérique qui soit le moins gourmand possible en ressources informatiques. Alors c'est vrai que ces dernières années, ça n'a pas été trop la tendance, parce qu'on avait des matériels qui permettaient, qui étaient extrêmement puissants, entre guillemets, donc qui permettaient de faire un petit peu ce qu'on veut. Aujourd'hui, il y a vraiment une tendance à l'éco-conception, hein, c'est enseigné dans les écoles d'ingénieurs, hein, développeurs, de plus en plus. Ça a plusieurs avantages. Ça a l'avantage, par exemple, de pouvoir, ceux qui resteront avec moi pour la prochaine session, on en reparlera, ça a l'avantage d'être souvent plus accessible. Plus accessible dans le sens où ça pourra fonctionner sur des matériels plus vieux, qui sont moins puissants, peut-être dans des zones qui sont moins bien couvertes aussi par les réseaux. D'accord ? Et puis plus accessible parce que souvent plus simple en termes d'interface utilisateur. Moins de couleurs, moins d'images, moins de vidéos, un peu comme ce support. Donc plus accessible par des gens qui pourraient avoir des handicaps visuels, par exemple, ou autres. On verra ça tout à l'heure. Et puis aussi... évidemment, il y a toutes les notions d'accès aux données, de sécurité, d'intégrité des données, d'éthique, dont je ne suis pas forcément spécialiste, mais qui sont liées à ça. Gérer l'énergie, on en a déjà un petit peu parlé, essayer d'avoir des matériels moins énergivores, des matériels aussi que l'on peut éteindre. Alors ça semble un peu bête, hein, de le dire comme ça, mais regardez, on a tous la tendance à laisser nos matériels en veille, y compris le téléviseur. Un téléviseur, ça consomme plus en veille qu'allumé. D'accord ? Parce que il va fonctionner beaucoup plus en veille qu'allumé. Enfin, vous allez le laisser plus en veille qu'allumé. Donc sur la durée, il y a toujours une petite loupiote, hein, qui est allumée. Donc, multiprise on-off, quand vous n'utilisez plus vos matériels, vous les éteignez. Les ordinateurs, c'est pareil, ça peut s'éteindre. On nous disait, je me rappelle au début de la micro-informatique que j'ai connue il y a quelques années, de nombreuses années. J'ai oublié de dire que j'avais travaillé plus de 20 ans dans l'informatique avant de m'intéresser à ce sujet, plutôt pour des grands acteurs internationaux. J'étais chez IBM jusqu'en septembre 2019. Voilà. Je ferme la parenthèse, mais voilà, c'est pour vous expliquer. J'ai connu les débuts de la micro-informatique et on nous disait « Oh là, il ne faut surtout pas arrêter les ordinateurs, ça les abîme. Ouais, enfin, c'est bon maintenant. » Non.
ça ne les abîme plus, on peut les éteindre. Sauf avis contraire des DSI, s'il y a des mises à jour qui doivent se faire la nuit, etc. Mais sinon, on peut éteindre son poste de travail la nuit ou le week-end, et encore pire pendant les vacances. Adapter la luminosité des écrans aussi, ça peut être une bonne pratique, que ce soit de son smartphone ou des postes de travail. On économisera de l'énergie en faisant ça, et ça restera finalement relativement confortable au niveau de l'usage. Limiter les flux de données. Vous avez vu les données, la courbe exponentielle. Alors, depuis 2-3 ans, c'est plus le stockage des données qui est le plus impactant, parce qu'on a vu que les data centers avaient fait des progrès, notamment sur leur consommation énergétique. C'est le transfert de données, notamment à cause d'un phénomène bien connu qui s'appelle le streaming. Le streaming a fait s'envoler en fait les impacts énergétique du transfert de données, puisque quand vous faites du streaming, que vous soyez sur YouTube, Facebook, Netflix ou autre, vous faites du streaming. Si vous laissez se lancer les vidéos automatiquement, c'est toujours du streaming. Tout fonctionne en même temps quand vous faites du streaming. C'est-à-dire les serveurs qui vous envoient les données, le réseau entre ces serveurs et vous, et puis votre infrastructure personnelle. Donc, limiter les flux de données, ça veut dire mettre en place des bonnes pratiques, comme par exemple éviter de s'envoyer des pièces jointes lourdes par mail, préférer s'échanger des liens et stocker les pièces jointes quelque part sur un serveur, ou utiliser les outils de transfert de fichiers volumineux. Ça peut vouloir dire aussi éviter de faire des recherches sur Internet trop souvent. Enregistrons les sites sur lesquels on va régulièrement dans nos favoris, ou allons les chercher dans l'historique plutôt de refaire une recherche à chaque fois. Une recherche sur Internet, ça veut dire que vous posez une question qui va aller transiter sur tout un tas de serveurs mondiaux pour vous apporter une réponse le plus rapidement possible. Ça, c'est très énergivore. Donc, si on enregistre en fait les sites sur lesquels on va régulièrement, dans les favoris, il suffira de cliquer sur le lien et hop, on y arrivera tout de suite, ça sera plus rapide et on aura économisé une recherche. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui va me dire « Oui, mais il existe des moteurs de recherche plus éco-responsables. » Même si personne ne le dit, voilà, j'imagine que quelqu'un le dit pour pouvoir y répondre. Oui, mais non. Pourquoi ? Parce que ces moteurs de recherche qui se disent éco-responsables utilisent Bing ou Google derrière. Donc, c'est une couche supplémentaire qui a été développée au-dessus de Bing ou Google. Donc, qui dit couche supplémentaire dit moins vertueux, on vient de le voir. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'en fait, leur modèle de fonctionnement est basé sur le nombre de recherches. Parce qu'on est tous écolos, on a tous envie d'aller planter un arbre ou de donner à nos associations, donc forcément, on va faire plein de recherches pour arriver à 45 ou je ne sais pas combien pour planter un arbre. Alors, je ne dis pas qu'on va en faire plus, mais en tout cas, on va être motivé pour en faire plus. Ça, c'est contre-productif. On vient de voir que pour être plus vertueux sur l'environnement, il fallait diminuer le nombre de recherches. Donc, un moteur qui serait plus vertueux, ça serait celui qui dirait « Ah ben, en général, on le sait, parce qu'on sait tout, vous faites 20 recherches par jour, aujourd'hui, vous en avez fait 10. Ah, là, vous avez été vertueux, là, je vais planter un arbre. » D'accord ? Et puis, la troisième raison, c'est que ce sont des modèles basés sur la compensation. C'est-à-dire, si vous faites tant de requêtes, je vais aller planter un arbre, ou je vais aller... On fait excusez-moi du terme, on fait la bêtise ou la connerie, entre guillemets, et après, on essaye de se racheter en faisant autre chose. Sauf que, je veux dire, autant éviter de faire la bêtise. Adapter sa communication orale. Donc ça, c'est assez intéressant, et je vais parler d'un seul phénomène qui est celui de la visioconférence. Regardez comment la visioconférence s'est imposée dans nos vies professionnelles, voire personnelles, depuis les confinements. Regardez aujourd'hui, quand on vous propose une réunion, dans quasiment 100% des cas, c'est de la visioconférence, alors qu'on ne le faisait pas avant. Avant, c'était des réunions téléphoniques où on s'appelait directement. Mais la visioconférence s'est vraiment imposée sans qu'on y fasse vraiment attention dans nos usages. Alors c'est bien la visioconférence, ça nous a évidemment rendu bien des services pendant les confinements, mais est-ce que c'est toujours nécessaire ? Est-ce qu'on a toujours besoin de se voir ? Est-ce qu'on a toujours besoin de partager des documents à l'écran ? Non. Alors pourquoi on ne s'appelle pas parfois juste directement au téléphone ? Ça, c'est plus éco-responsable parce que quand on fait de la visio et qu'on a la vidéo, on fait du streaming, avec les impacts que ça a.
Organiser son environnement de travail, ça, on va passer assez rapidement puisque les entreprises le font déjà depuis assez longtemps, notamment tout ce qui a trait à l'impression. On a maintenant des imprimantes partagées à badge où on ne peut récupérer son impression que si on va mettre son badge. Ça évite les tonnes de papier sur les imprimantes que personne ne vient chercher. Pourquoi les entreprises ont mis en place cette démarche assez tôt? Parce que ça coûte cher et puis ça se voyait surtout. Les piles de papier, puis les tonnerres qui s'épuisaient très, très rapidement. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on peut continuer à faire, les impressions recto verso, noir et blanc, etc. Et puis créer des circuits courts d'accès aux documents pour éviter évidemment de s'envoyer des grosses pièces jointes comme on le disait tout à l'heure. Adapter sa communication écrite, vous voyez que ça n'arrive que maintenant, c'est tout en bas de la montagne, c'est les mails. Évitons d'envoyer trop de mails à trop de gens avec des pièces jointes. Voilà. Bon, ça, on en parle souvent, donc je ne vais pas trop m'appesantir sur le sujet. Donc je vous le disais, en France, on a la chance d'être dans un pays qui a légiféré sur le sujet. Déjà depuis un moment, la loi contre l'obsolescence programmée date de 2014, la loi Hamon. Elle n'a pas été beaucoup appliquée. C'est ça le problème des lois en France, c'est qu'il y en a plein, mais elles ne sont pas toutes très bien appliquées, ou très souvent. Donc cette loi dit quoi? Elle interdit à tout fabricant d'intégrer à ses produits une technologie qui permettrait d'en limiter sciemment la durée de vie. Le mot sciemment est extrêmement important. Il faut prouver que le fabricant l'a fait volontairement. C'est compliqué quand même. Apple, j'allais dire Microsoft, n'importe quoi, excusez-moi. Apple a été condamné il y a 3 ans à verser, je crois que c'était 15 millions d'euros suite à une plainte qui a été déposée par une toute petite association qui s'appelle Halte à l'obsolescence programmée, HOP. Il se trouve que HOP, c'est une association qui a été créée par d'anciens attachés parlementaires qui avaient contribué au vote de cette loi, donc autant vous dire qu'ils la connaissaient très très bien. Donc ils ont accusé Apple d'obsolescence programmée sur un modèle d'iPhone qui avait cessé de fonctionner, je ne sais plus lequel, qui avait cessé de fonctionner quand on mettait à jour l'iOS. D'accord ? Sauf qu'Apple n'a pas été condamné pour obsolescence programmée, parce qu'il n'a pas été prouvé qu'il avait fait ça sciemment. Il avait probablement, enfin j'en sais rien en fait, mais personne n'en sait rien, mais ça n'a pas été prouvé. Il a été accusé pour manque d'information de ses clients. Si certains d'entre vous ont des vieux matériels comme moi, vous voyez peut-être le message quand vous allez dans les paramètres Windows. Attention, votre matériel ne supportera pas la mise à jour Windows 11. Donc au moins vous êtes prévenus. Donc au moins Microsoft, du coup, respecte la loi. Il avertit. Ce que n'avait pas fait Apple, et c'est pour ça qu'il a été condamné. Mais il n'a pas été condamné pour obsolescence programmée, parce que ça n'a pas été prouvé qu'il avait fait ça volontairement. Donc cette loi Hamon existe depuis longtemps, pas tellement appliquée, mais quand même, ça commence un petit peu. La dernière loi date d'il y a 1 an, 16 novembre 2021, la loi REN, réduction de l'empreinte du numérique français. Cette loi, en fait, n'est pas une loi contraignante pour l'instant, mais en tout cas, elle donne déjà des directions, notamment une qui me semble extrêmement importante, celle de former les Français dès le plus jeune âge. Là encore, c'est marqué noir sur blanc dans la loi. D'où l'importance des ateliers qu'on peut faire en école primaire, au collège, au lycée, sur les impacts environnementaux et sociaux du numérique. Cette loi oblige aussi les collectivités locales, les agglos de plus de 50 000 habitants, à intégrer dans leur feuille de route numérique un pan numérique responsable avant le 1er janvier 2023. C'est demain. On travaille beaucoup avec les collectivités locales en ce moment pour faire ça. Tout ce qui est sensibilisation des agents, formation des DSI en entreprise ou collectivités locales, enfin des DSI ou de tout autre collaborateur, parce que vous avez vu, ça concerne tout le monde dans l'entreprise, en fait, le numérique responsable, on l'a vu un petit peu. Ça concerne évidemment les gens de la DSI, ça concerne les acheteurs, ça concerne les comptables et les personnes au niveau financier, ça concerne tous les utilisateurs, ça concerne aussi le marketing com, vous l'avez vu, avec tout ce qui est communication. Donc quand on fait des formations, souvent il y a tous ces gens-là qui sont autour de la table, parce que tous à leur niveau, ils sont concernés. Et puis il y a aussi quand même les grands acteurs, les grands acteurs du numérique ont été un petit peu obligés de se mettre au pas. Ce qui les a fait mettre au pas la première fois, c'est il y a quand même bien
presque 10 ans maintenant, c'est Greenpeace. Greenpeace a publié un document qui s'appelait Clicking Clean, je crois, de mémoire, où il affichait tous les grands acteurs du numérique sur leur politique environnementale. Et là, ça a fait du bruit. Hein. Donc, les Facebook, les Amazon, les IBM et autres se sont fait pointer du doigt par Greenpeace, notamment sur le fait que leur data center n'était pas vertueux du tout. Donc, ils ont dû faire des efforts. C'est pour ça que je vous disais que finalement, les data centers ont fait quand même pas mal de progrès sur leur consommation énergétique, en confinant les baies. Maintenant, les serveurs sont capables de supporter des températures de 25 degrés sans problème. Avec tout ce qui est free cooling aussi, utiliser l'air extérieur pour le refroidissement des machines, etc. L'implantation des data centers à côté du cercle polaire, avec les problèmes que ça pose aussi, hein, de stress énergétique pour les villages qui habitent à côté. Ce n'est pas forcément anodin. Mais en tout cas, ça pèse un petit peu moins sur la facture environnementale globale du numérique. Donc ces acteurs-là, vous voyez, il y a une Green Software Foundation qui a été créée l'année dernière par des grands acteurs justement du numérique pour travailler sur ces notions d'éco-conception de services numériques, poussés par les ONG, la société civile, mais aussi beaucoup poussés par les clients. Voilà, donc j'en ai fini avec cette présentation. Je vous ai mis les sources, hein, les organismes que j'ai utilisés pour construire cette présentation. Puis je pense qu'on a du temps un peu pour des questions. Donc je vous écoute. Je ne sais pas s'il y a un micro qui peut passer dans la salle, peut-être. Des questions? Est-ce que quelqu'un peut passer le micro éventuellement? Merci. Je vais répondre avec celui-ci. D'accord. Du coup, ma question, c'est, je voudrais connaître un petit peu votre position sur la cloudification des postes de travail. Donc, mettre toutes les suites bureautiques... Tout de suite, direct, là, on tape dans le dur. La cloudification des postes de travail, notamment la virtualisation, par exemple? Oui, ou juste ouvrir un fichier texte, mais uniquement en ligne, parce qu'on n'a plus l'éditeur de texte sur son PC, quoi. C'est difficile de vous donner une réponse. C'est comme les gens qui me demandent, et c'est mieux d'envoyer un document par mail ou de l'imprimer. Ça dépend, en fait. Ça dépend. On ne peut pas donner une réponse toute faite. Parfois, dans un cas, c'est le local qui va être plus vertueux. Parfois, c'est le cloud. Le problème du cloud, en général, c'est que c'est une ressource qui semble assez virtuelle pour la plupart des gens et qui est très bon marché. C'est-à-dire que le cloud, c'est de l'open bar. C'est-à-dire que les hébergeurs vont vous proposer des services cloud et vont vous dire, ben voilà, vous avez, c'est all you can eat, quoi. Vous avez un boulevard devant vous et puis vous faites ce que vous voulez. Donc du coup, ça va provoquer ce qu'on appelle des effets rebonds. C'est-à-dire qu'on va dire, c'est mieux finalement d'avoir ce service-là plutôt que d'avoir mes serveurs bien physiques en interne dans mon entreprise. Ça va peut-être être plus vertueux. Et du coup, comme vous allez penser que c'est plus vertueux et qu'en plus ça ne coûte pas cher, vous allez avoir tendance à utiliser énormément ce service-là. C'est ce qu'on appelle un effet rebond parce que finalement, en voulant être plus vertueux, vous ne le serez pas en fait. Parce que le cloud, c'est quoi? C'est pas éthéré, c'est pas des nuages. Hein. C'est une bonne grosse infrastructure informatique qui va récupérer, qui va stocker vos applications, vos données, etc. Et en plus, vous n'aurez pas vraiment la main dessus. Donc, vous ne pourrez pas, à moins d'avoir vraiment des informations très fiables de votre hébergeur, ou de votre fournisseur, mais ce qui est rarement le cas, sur l'impact réel, en fait, vous ne saurez pas combien il y a de serveurs, en général, vous ne le savez pas. Est-ce qu'ils sont redondés une fois, deux fois, voilà. Donc, vous allez perdre la main, finalement, sur quelque chose, vous voyez. Donc, ça va être compliqué de pouvoir analyser, si vous voulez, l'impact environnemental
du cloud. Il y a des gros problèmes, enfin, il y a des études qui sont en train d'être faites justement pour mesurer l'empreinte environnementale du cloud. Mais c'est très compliqué parce que les fournisseurs, d'abord, ne communiquent pas leur nombre de serveurs, ne communiquent pas, donc... alors souvent, en plus, c'est des serveurs, c'est pas des serveurs comme ceux qu'on peut acheter, c'est des serveurs qui sont faits sur mesure pour eux. Donc, en fait, on aura du mal à avoir des caractéristiques environnementales de ces machines-là parce qu'on ne les connaît pas. Donc, vous voyez, on va perdre le... Enfin, on ne va pas connaître, en fait, l'empreinte environnementale d'un service cloud. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est compliqué à dire. Ce qu'on a, je dirais, à la maison, chez soi, dans l'entreprise, on sait voilà, on sait le mesurer, on sait ce que c'est. Quand c'est dans le cloud, ça devient plus compliqué. D'autres questions? Oui. Je ne sais pas où... Ah ben voilà. Oui, merci. Je me posais une question. Si je veux faire durer mon matériel plus longtemps, que je ne sais pas comment faire, où est-ce que je peux trouver de l'info là-dessus? Alors, ça dépend déjà de votre matériel. Hein. Il y a des référentiels qui existent, il y a des labels qui existent, c'est ce que je vous disais. J'en ai cité quelques-uns, EPIT, etc., qui listent vraiment par référence matérielle, en fait, les caractéristiques de réparabilité, par exemple. Donc, il suffit, entre guillemets, hein, c'est peut-être pas une mince affaire, mais d'aller voir sur ces sites, qui sont des sites ouverts, lister vos matériels et voir effectivement si vous pouvez, par exemple, les réparer. Ou alors le constructeur et le fabricant avec les fiches techniques. Aujourd'hui, il y a des matériels qui sont plus ou moins réparables. Ça va être ça, en fait. Hein. Le faire durer plus longtemps, ça va être est-ce que c'est réparable? Parce que si ça tombe en panne, est-ce qu'on peut faire quelque chose ou pas? En fait, essentiellement. Ou pouvoir l'upgrader aussi. C'est-à-dire rajouter de la mémoire, etc. Mais ça, vous le saurez que, encore une fois, en parlant avec le constructeur, en général, ils mettent en avant ces facteurs-là. Et les labels. Donc EPIT et EPEAT, c'est epit.net, je crois, le site, TCO, et puis Blue Angel pour les imprimantes. Il y a une question là-bas. Je vois le monsieur qui fait des... Non? Oui? Oui. Ah non, c'est... Donc bonjour déjà et merci. Bonjour. Petite question relative justement à la notion de travail distanciel dont on parlait tout à l'heure en disant là il y a des flux streaming etc. Et après bon c'est des questions que je me pose beaucoup, je pense comme beaucoup de personnes. Si on voit les dépenses énergiques de gens qui doivent se déplacer pour des congrès, notamment des fois à l'étranger, on ne va pas spécialement parler de Gilles Gonhomme parce que je trouve ça très bien, voilà. Mais dans l'idée ça amène quand même des questions un peu difficiles justement relativement à la consommation du numérique versus la consommation présentielle. Donc vous, enfin avec votre expérience, que préconisez-vous par rapport à des entreprises qui vont faire des congrès partout dans le monde avec des dépenses énergétiques en matière d'aviation, etc., qui sont énormes? Je vais faire la même réponse que pour monsieur tout à l'heure, je ne sais plus où. Ça dépend. Il va falloir, mais il va falloir faire le comparatif entre les deux. Il n'y a pas une réponse. Ça dépend où vous vous déplacez, ça dépend quel moyen de transport vous utilisez. Est-ce que c'est l'avion, le train? C'est vrai que la visioconférence est vertueuse si ça empêche des déplacements en avion, par exemple, de pas mal de personnes, etc. Si c'est pour faire du télétravail, vous pourrez aller voir sur le site de l'ADEME. Ils ont fait une étude et une infographie très intéressante en 2020. Et ils ont montré qu'effectivement, le gain en termes d'émissions de gaz à effet de serre générés par le télétravail était finalement diminué par tout un tas d'usages, en fait, notamment celui de la visioconférence que l'on faisait à domicile. Notamment, on met le chauffage aussi quand on reste chez soi. On peut faire aussi des déplacements en voiture, des petits déplacements pour aller conduire les enfants à l'école, ce genre de choses qu'on ne faisait pas avant. J'ai même, pendant une formation, on m'a même raconté un truc incroyable. Une dame qui, pendant le confinement, alors restait chez elle travailler, mais en fait, elle était obligée d'emmener son bébé à la crèche de l'entreprise le matin. Elle revenait chez elle, elle retournait le chercher le soir, et elle revenait. Donc, du coup, elle doublait son temps de transport par rapport à quand elle allait juste travailler. Donc, vous voyez, il y a des choses comme ça, c'est un peu la notion d'effet rebond dont on parlait tout à l'heure. Il n'y a pas une réponse toute faite. Il faut faire l'analyse un peu environnementale. Alors, ce n'est pas toujours facile à faire, mais on peut le faire un peu à la louche, hein, pour pouvoir dire effectivement, oui, c'est plus ou moins vertueux. Mais moi, en fait, je lutte un peu contre les idées reçues
et les a priori. Arrêtons de dire le numérique, envoyer des choses par mail ou stocker des fichiers numériques, c'est moins impactant qu'imprimer. Non, c'est faux, ça dépend. D'accord ? On parle beaucoup de dématérialisation. Ce terme est faux. Ce n'est pas de la dématérialisation, le numérique. On matérialise autrement. Vous croyez que les data centers, les câbles sous-marins, les antennes relais, c'est de l'immatériel ? Non, pas du tout. C'est du matériel. Il y a l'informatique, enfin, vous êtes bien placé pour le savoir, c'est une industrie lourde, très lourde. Donc, il y a des termes aussi qui induisent aussi les gens en erreur qui ne connaissent pas forcément. Et il y a parfois des idées qu'on essaye de nous... Par exemple, une autre idée reçue contre laquelle j'essaye de lutter, c'est réparer coûte plus cher. Non, c'est faux. Réparer coûte cher, oui, mais pas coûte plus cher. C'est faux. On pourrait faire... Alors, dans certains cas, oui, mais c'est vraiment une infime partie des cas. Voilà. Je ne sais pas, on a peut-être fini là, au niveau du temps. Non, allez, peut-être une dernière question. J'ai pas de montre, je ne vois pas du coup. C'est fini. Bonjour. Alors, bonjour. Moi, j'ai un téléphone et il sera dans une semaine plus sous garantie. Oui. Et puis, j'avais fait des travaux. Il y avait un petit peu de poussière sur le capteur frontal de ma caméra. Donc, je l'ai envoyé à Google pour juste l'ouvrir, le nettoyer. Donc, ils m'ont dit, en effet, ça sera trop cher, on va vous le remplacer. Et j'ai eu la décision de refuser ou pas d'accepter oui. l'offre. Ce qui me dérange dans tout ça, c'est que ça repose quand même sur la décision du consommateur ou du utilisateur final. Est-ce que vous ne pensez pas que les politiques, on devrait légiférer, avoir des lois beaucoup plus agressives ou restrictives, en tout cas, sur ce genre de pratiques ? Oui, alors c'est en cours. Déjà, les durées de garantie ont été augmentées, y compris sur le matériel reconditionné, c'est-à-dire qu'il y a maintenant les mêmes durées de garantie que sur du neuf. Et la loi Rennes, elle va évoluer, la loi AGEC aussi, pour justement aussi pousser vers la réparabilité ou la durabilité des matériels. Donc, évidemment, ça sera toujours de notre décision de vouloir le faire réparer ou d'en acheter un neuf. Personne ne va pouvoir décider à notre place. Mais ça va quand même dans le bon sens. Et je pense que les fabricants vont être obligés aussi, à un moment donné, d'aller dans le sens de fabriquer des matériels qui soient plus facilement réparables. Oui. Mais pas forcément politisés, du coup. Pas forcément des lois pour l'imposer. À qui ? Aux consommateurs ou aux fabricants ? Aux entreprises, aux fabricants, ouais. Ça va un peu dans ce sens-là. Après, est-ce qu'on va obliger un jour les entreprises à faire réparer leur matériel plutôt qu'en acheter des neufs ? Je ne sais pas. On n'en est pas encore là, en tout cas. Merci. Merci.